Bonjour à tous, bienvenue ici au CNC. Alors, cher Michael Marin, cher Dominique Puteaux, cher Véronique Ancrenat, cher Marcel Jean, chers tous, on est heureux donc de vous accueillir ici au CNC pour cette conférence de presse annuelle du Festival d'Annecy, qui est quand même devenu le cœur battant de l'animation mondiale et dont on est très fiers. Et nous avons aussi la chance et l'honneur d'accueillir Madame l'ambassadrice du Mexique en France, chère Blanca Jiménez Cisneros, car le Mexique est à l'honneur, c'est le pays à l'honneur cette année à Annecy, on l'a vu là dans la belle affiche. Bon, je serai pas long, mais je voulais vous dire juste deux sujets qui sont de bonnes nouvelles. Le premier, qui est que notre animation française a connu des records l'an dernier, surtout au cinéma. Et deuxième, c'est l'opportunité que représente pour notre pays et pour la filière française de l'animation et de la production numérique d'ailleurs dans son ensemble, l'atout du projet France 2030. Donc le premier d'abord sur notre savoir-faire et notre créativité dans l'animation française. C'est vrai que depuis le dernier festival d'Annecy, on a eu de beaux succès, notamment et particulièrement dans le cinéma d'animation, démontrant cette année encore l'excellence de notre filière et la diversité de notre création, porté par des studios et des talents de renommée internationale. Alors évidemment, je pense en ce moment, bien sûr, à Super Mario Bros, un film qui est produit, alors pas par une société française, mais en France, avec une structure et des techniciens français, et qui a battu tous les records en réalisant le plus gros démarrage de tous les temps pour un film d'animation au niveau mondial, plus que La Reine des Neiges 2. Je pense aussi à Vaillante, qui a fait 1,3 million d'entrées. Apathie et la colère de Poséidon, créé par le studio toulousain Tas de Production, qui a cumulé plus de 850 000 entrées. Ou encore au dernier film de Michel Oslo, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, qui a totalisé pas loin de 500 000 entrées. Voilà, et le deuxième sujet dont je voulais vous parler, qui est surtout lié à cette croissance du marché qu'on accompagne, une croissance qui est entre autres tirée bien sûr par les plateformes et par aussi toutes nos actions de régulation, et pour laquelle on déploie un grand plan de soutien qui va des studios jusqu'aux formations. Ce plan qu'on appelle la grande fabrique de l'image, qui est au sein du grand plan France 2030. Avec un investissement de l'État de 350 millions d'euros qui devrait faire effet de levier sur des investissements privés, on va pouvoir impulser une dizaine de studios de tournage en France, entre 10 et 20 studios de production numérique sur l'animation, la post-production, sur les VFX et les jeux vidéo, et plus d'une trentaine de projets de formation sur tous les territoires, en France, en région, pour aller chercher les talents justement là où ils se trouvent et pas uniquement avoir des formations à Paris et que dans quelques grandes villes. Alors, on est en cours d'instruction de ces dossiers, mais cet investissement est là pour nous permettre d'être en mesure d'offrir à nos créateurs, les moyens et les ambitions artistiques, et aussi éviter que l'accès aux studios, aux infrastructures de production, comme aux techniciens, ne soit réservé qu'aux seules grosses productions. Ce sera du coup très structurant pour tout notre secteur, et en particulier pour l'animation française, qui repose effectivement déjà sur un écosystème fort, avec des écoles de renom, avec des studios de création majeurs, et avec un vivier de talents extrêmement riche. Bon, je ne vais pas aller plus loin et vous embêter sur tous ces sujets-là, mais c'était les deux éléments que je voulais vous dire absolument ce soir. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Dominique et à l'équipe du festival pour vous annoncer toutes les bonnes surprises et réjouissances de cette programmation prévue pour le mois de juin prochain. Merci, et on se reverra tous, j'espère, à Annecy en juin. Cher Dominique Boutonnat, merci pour votre accueil et merci au Centre national du cinéma et de l'image animée pour son soutien au Festival international du film d'animation et du marché du film d'Annecy. Avant que notre équipe dévoile les temps forts de l'édition à venir, je voulais juste vous rappeler que l'édition 2022 a été un millésime exceptionnel. On attendait
après la sortie du Covid, après la crise, avec la crise internationale liée à l'Ukraine, à une édition un peu en retrait. Au contraire, on a battu l'édition record de 2019 avec 13 250 accrédités, soit 8% d'augmentation par rapport à 2019 qui était une année record. 106 pays représentés, 47% d'accrédités étrangers qui montrent la dimension internationale de notre manifestation et près de 3000 sociétés présentes. Cette année, ça a été aussi l'occasion de montrer que notre manifestation a aussi un impact économique sur le territoire. Nous souhaitions montrer qu'un événement culturel est aussi un événement économique. Et nous avons mené une étude pour mesurer l'impact économique de notre événement sur le tissu local. Les retombées économiques sur le territoire sont considérables puisque nous les avons évaluées à 23 millions d'euros, qui sont les retombées pour organiser l'événement, les retombées liées à l'organisation et bien sûr les retombées essentielles sont liées aux dépenses des participants sur notre territoire. Quand on ramène ces 23 millions d'euros de retombées économiques par rapport à l'investissement public, ça signifie qu'1 euro de financement public génère près de 12 euros de retombées sur le territoire, ce qui nous place dans les événements culturels sans doute dans le haut de la fourchette en matière de retombées économiques sur un territoire. C'est l'occasion pour moi donc de remercier les membres fondateurs de notre établissement public. Là, c'est important de pouvoir porter des politiques publiques et de pouvoir porter des manifestations comme la nôtre sur notre territoire national. La ville d'Annecy, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, le département de la Haute-Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État et bien sûr le Centre national du cinéma et de l'image animée qui est notre premier partenaire. Alors en 2022, nous avions mis à l'honneur la Suisse. Et pour 2023, vous l'avez compris avec cette très belle affiche de Jorge Gutiérrez, c'est le Mexique qui va être à l'honneur. C'est un grand plaisir pour nous de découvrir le meilleur du cinéma d'animation mexicain et nous vous proposerons de beaux programmes du Mexique. Nous allons vous montrer quelques extraits avec un teaser sur l'animation mexicaine. Donc c'était un avant-goût de la programmation en hommage au Mexique que nous allons rendre à ce grand pays de cinéma d'animation. J'invite donc à me rejoindre sur scène Madame Blanca Jiménez Cineros, ambassadrice du Mexique en France et qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir dans le cadre de la présentation de cette édition 2023. Madame l'ambassadrice. Monsieur le Président du CNC, Dominique Boutonnat, merci beaucoup de nous accueillir ici. Monsieur le Président du CITIA, Dominique Bouton, merci pour toutes les paroles de présentation de notre pays. Monsieur le Directeur du CITIA, Michael Marin, Madame la responsable du marché du film, Véronique Crenas, Monsieur le délégué artistique, Marcel Jean, Monsieur le directeur de Pixelatl, José Iniesta, un grand Mexicain qui nous accompagne, qui est l'origine de cette aventure, chers représentants et représentantes de la presse, mesdames et messieurs. Vraiment, c'est un honneur de participer aujourd'hui à cette conférence de presse pour annoncer le programme des riches et intéressant du Festival d'Annecy 2023, dont le Mexique est l'invité de l'honneur. Avant de poursuivre, j'aimerais aussi exprimer ma gratitude envers ceux qui ont travaillé dur pour rendre possible la participation de notre pays à cet événement prestigieux. Et ce que je voudrais souligner, c'est que c'est vraiment un effort de beaucoup de gens et la présence du Mexique.
Bien sûr, au ministre mexicain des Affaires étrangères, M. Marcelo Ebrard Casobon, à la directrice exécutive de la Mexid, Laura Elena Carrillo, au gouvernement de l'État de Jalisco, au Mexique. Vous allez comprendre un peu pourquoi c'est importante cette participation. Au Monsieur Francisco Medina, à la directrice générale de l'Institut mexicain cinématographique IMCINE, Maria Novaro, et bien sûr, au ministère de la Culture, Alejandra Frausto, qui est dirigé par Alejandra Frausto, une bonne amie. Et à Guillermo del Toro, que je pense beaucoup de gens connaissent ici, qui était notre parent dans toute cette affaire. Lui, il est une référence mexicaine en matière d'animation et il nous a soutenus dans cette aventure. À Jorge Gutiérrez, animateur et réalisateur mexicain, créateur de l'affiche officielle de l'édition 2023 du festival, que vous avez déjà vu. Et bien sûr à Jordi et José Iniesta, qui depuis 2014 assure la participation du Mexique au Festival d'Annecy et travaille sans relâche au rayonnement de l'animation mexicaine à l'international. Pour nous, c'est vraiment une grande fierté d'être le pays invité d'honneur au Festival d'Annecy. Mais aussi, je veux dire que si j'aurais choisi un pays pour un festival d'animation, c'est pas parce que je suis mexicaine, mais j'aurais pensé au Mexique. C'est un pays qui a beaucoup de couleurs, on a beaucoup d'imagination et on a des jeunes gens qui sont en train de travailler d'une façon différente. Alors, j'espère que nous serons à l'auteur de la tâche qui nous est encommandée. Lors de l'édition 2022 du Festival Guillermo del Toro, comme je vous dis, il a souligné, et quand il a fait la présentation, il a souligné que l'animation n'est pas un genre, mais une forme de cinéma. C'est beaucoup plus complexe, c'est quelque chose qui appelle le jeune, c'est une nouvelle façon de se communiquer. Il s'agit bien sûr d'une forme d'expression artistique qui offre des milliards de possibilités en combinant divers éléments tels que le scénario, l'illustration, la photographie, la conception sonore, le maquillage, le jeu d'acteurs ou encore la musique. Elle représente un parfait exemple de travail d'équipe car elle rassemble différents outils et compétences pour communiquer et réfléchir sur le monde qui nous entoure. L'animation offre la possibilité d'explorer un large éventail de thèmes, de plus simples au complexes, et de le faire d'une façon qui est très accueillante pour n'importe quel type de personne. Et comme il était déjà souligné, il y a bien sûr le côté culturel, mais aussi il y a le côté social et le côté économique de tout ce qui est fait dans le travail d'animation. Pour mettre en contexte, je voudrais seulement dire que l'industrie cinématographique mexicaine a joué un rôle très important dans le développement culturel et économique du pays au cours des 120 dernières années, établissant une tradition cinématographique solide. Sur le plan international, en 2021, le Mexique s'est classé 10e en termes de fréquentation cinématographique. Et nous avons près de 60 cinémas pour 1 million d'habitants, ce qui est un chiffre intéressant. En ce qui concerne le développement de l'industrie de l'animation, dans notre pays, il a eu un impact positif sur l'offre de carrières spécialisées, mais surtout pour des jeunes gens qui ont désormais la possibilité d'étudier dans de diverses universités, qu'elles soient publiques ou privées. Ainsi, une nouvelle génération de jeunes talents mexicains émerge prête à raconter des histoires à travers des films d'animation. Guadalajara, qui est la ville natale de Guillermo del Toro, est considérée par beaucoup comme le berceau de l'animation au Mexique et cette ville a vu émerger une légion d'artistes dotés d'une longue tradition et d'une discipline de fer qui ont tissé très haut le nom de l'animation mexicaine. Le secteur de l'animation connaît une croissance soutenue à l'échelle mondiale, mais aussi au Mexique,
et cette industrie créative constitue environ 7% du produit intérieur brut du pays et d'après les données de l'Institut national de la statistique et la géographie, elle représente environ 1,7% des entreprises enregistrées au Mexique. Il existe plus de 100 studios d'animation qui génèrent plus de 30 000 emplois indirects, ce qui place le pays parmi les 20 plus grands exportateurs d'industrie créative au monde. Je suis sûre que dans cette édition d'Annecy, les couleurs du Mexique vont être une réussite, ainsi que la musique et toute la créativité de nos jeunes créateurs. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne séance à tous à Annecy 2023. Merci. Un, deux, un, deux, ça marche, super. Et ben bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir ici au CNC. Après un an de travail, pour nous, c'est toujours une étape très importante et on est toujours très, très impatients de vous dévoiler cette programmation et ce qui va se passer également au marché du film. Je voudrais très, très rapidement réitérer les remerciements au CNC, donc au président Dominique Boutonnat, à l'ensemble des équipes du CNC, alors celles qui sont en cabine ce soir, et je remercie les techniciens qui opèrent cette conférence de presse, et puis l'ensemble des équipes qui nous accompagnent depuis tant d'années, tout au long de l'année, pas plus tard que ce matin. Donc merci à vous. Je vais adresser également d'autres remerciements. Le programme média de l'Union européenne qui nous accompagne sur le marché du film, France Télévisions, qui est notre partenaire officiel. J'ai vu Carole dans la salle qui est là-bas, qui représente France Télévisions. Le film français, Première, Variety, Orange, France Inter, Le Monde, Écran Total, Université, Euronews, Pathé, Combini, Titre à Film. Alors je ne peux pas remercier l'ensemble des partenaires, mais en tout cas, à travers eux, merci à l'ensemble des soutiens que nous avons pour organiser ces manifestations. Je vais revenir au Mexique. Effectivement, c'est un an de travail, voire même plus, parce que le choix du Mexique s'est opéré il y a quelques années. Entre-temps, on a eu une petite pandémie, et puis voilà, il a fallu discuter, mais ça a été une très, très, très belle collaboration humaine, professionnelle, artistique, avec l'ensemble des acteurs. Donc, bien sûr, remercier José Iniesta qui est là, parce que sans lui, ça ne serait pas possible. Et puis, je voudrais remercier l'ensemble des entités qui ont permis cet hommage. Le ministère des Affaires étrangères, vous l'avez cité, Madame l'ambassadrice, Monsieur Marcelo Ebrard, avec qui nous étions hier soir, alors pas au Mexique, eux ils étaient au Mexique, nous on était ici en conférence de presse. Coesitia, le ministère de l'Innovation, le gouvernement de l'État de Jalisco avec son gouverneur Enrique Alfaro, Grande Studio, Netflix, IMCINE, Filmoeca New Art, là aussi j'espère que je ne froisserai personne en ayant oublié une entité, mais en tout cas, merci chaleureusement aux Mexicains, aux Mexicaines qui vont nous rejoindre. On est très impatients de vous accueillir à Annecy. Il est temps maintenant de passer à quelques images animées et de vous dévoiler une petite séquence de la bande-annonce partenaire qui, vous le savez, Annecy est animée. Donc cette année, c'est un studio français qui va la réaliser. C'est un studio qu'on suit depuis un petit moment, qu'on aime bien, qui a déjà réalisé ou travaillé sur des films que vous connaissez bien, Moon, Primal, Love, Death and Robots, Star Wars Vision. C'est le studio La Cachette, et donc je voudrais les remercier Oussama, Julien, je ne sais pas si ils sont dans la salle, donc merci d'avoir relevé le challenge, et puis là vous aurez qu'un petit extrait, mais c'est encore une bande-annonce qui met bien en évidence et bien en valeur la ville d'Annecy, qui je crois avec nos bandes annonces a été une des villes les plus
voilà, filmé ou en tout cas animé. Donc, je vous laisse découvrir ce petit trailer. Merci. Voilà la suite dès le 11 juin. Donc effectivement, vous le savez déjà, le festival ouvrira pour la première fois de son histoire le dimanche et non lundi avec le film de la soirée d'ouverture et le film d'ouverture donc dans la grande salle de Bonlieu. C'est une évolution importante dans l'histoire de la manifestation, du festival. On a à cœur chaque année de valoriser dans les meilleures conditions possibles les films, d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les équipes de films, l'ensemble des professionnels. Et c'est vrai que ça devenait compliqué au regard de la formidable dynamique, et c'est une réponse à la formidable dynamique du secteur évoquée juste avant par Dominique Boutonnat. Donc ça devenait difficile d'organiser le festival. Je ne parle pas du marché du film qui, lui, ne change pas, en tout cas au nombre de jours. Il évolue, mais il reste bien sûr 4 jours. Mais en tout cas, pour le festival, l'espace-temps qu'on a connu pendant des décennies devenait difficile. Donc on aura cette évolution voilà, qui est importante. Et puis, cette journée supplémentaire va nous permettre d'accentuer nos efforts auprès du grand public, hein, puisque c'est un travail que nous menons depuis plusieurs années. Donc ça va nous permettre de proposer des séances aussi pour le grand public dès le dimanche après-midi. Et c'est vrai qu'on a la conviction qu'un festival de cinéma, c'est une arme massive de retour en salle pour le public. La reconquête des publics, c'est un objectif sur lequel CITIA souhaite bien sûr y apporter toute sa contribution. Et je le dis d'autant plus dans une maison dont je sais que c'est un objectif majeur. Donc en tout cas, voilà, ça va nous permettre d'accueillir aussi le grand public. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais laisser maintenant la parole à Véronique Ancrenat, la responsable du marché du film. Bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas détailler la programmation du MIFA, ce serait un peu trop long. Donner quelques tendances et chiffres. Rappeler les enjeux aussi actuels et la manière dont nous souhaitons y répondre cette année. Et enfin, rappeler que si le MIFA préfigure certaines sélections côté festival à travers notamment des présentations de projets, il s'en fait aussi l'écho, notamment au travers de la programmation mexicaine qu'on verra aussi côté marché et la programmation parité diversité. Donc après une année record en 2022, le MIFA s'agrandit. Alors ça ne veut pas forcément dire beaucoup plus d'événements, on va rester aussi sur un même nombre, mais plus en termes d'espace, parce que notamment dans les enjeux que l'on a, c'est d'accueillir correctement les professionnels et les étudiants, de plus en plus nombreux. Là, on voit sur cette slide, on est à plus de 10 000 mètres carrés, on était à 8 000 l'année dernière. On a rajouté un campus que je vais détailler. Donc c'est notre façon de répondre à ces enjeux. On se restructure pour les professionnels et les jeunes talents et on met en place 3 offres et 3 espaces. Donc ces 3 offres, on a les stands et pavillons d'une part avec l'espace exposant qui ne bouge pas à part le fait qu'on l'agrandit pour accueillir plus de stands. On a plus de 500 mètres carrés additionnels. Donc on accueille par exemple des sociétés comme la Paramount qui n'étaient pas présentes jusqu'à maintenant sur un stand, ou un pays comme la Thaïlande. On retrouve des pays comme la Chine, l'Inde, le Taïwan et la Turquie qui n'étaient plus présentes depuis quelques années du fait du Covid aussi. Dans les tendances des présences plus imposantes de pays qui sont déjà présents mais qui renforcent leur présence, notamment le Canada, l'Italie, qui seront en force, ou des sociétés comme Mediatoon, Zodiac Banijay, Media One, Blue Spirit Newen,
qui ont des présences très très importantes cette année. Et côté stand de recrutement, donc l'espace recrutement se passe au premier étage du chapiteau des stands. Là, on peut noter aussi une tendance assez forte pour la France et la Grande-Bretagne. On ne sait pas encore pour les autres pays. Mais en tout cas, des sociétés comme Superprod ou Double Neg en Angleterre doublent la surface de leur stand pour accueillir toujours plus de talents. La deuxième offre, c'est un contenu industrie qu'on va situer à l'Imperial Palace et la Volière. La Volière, c'était une salle qui existait déjà, mais qu'on va agrandir de 270 à 360 places, parce qu'on avait aussi des difficultés à accueillir tout le monde. Et tous ces événements qui se passeront à l'Imperial Palace et la Volière regroupent notamment les pitchs, les conférences, les démo-sessions, les studios focus ou encore toutes les rencontres professionnelles type Meet the en one-to-one. Et enfin, la troisième offre, c'est un contenu talent que l'on va situer sur ce nouveau lieu, le campus, qui va se situer à 3 minutes de l'Imperial Palace. Donc on y organise différentes salles de conférences et de recrutement pour 1500 mètres carrés. Il accueillera notamment le MIFA Campus, qui avant se déroulait sur une journée, et qui permet d'offrir des formations aux étudiants et aussi aux professionnels qui viennent de pays où il manque d'écoles, pour offrir plus de masterclass, d'ateliers. Il se déroulera du mardi au vendredi, comme le reste du MIFA. Et bien sûr, on retrouvera l'espace détente sur le lac, ainsi que la plage du MIFA, que l'on connaît déjà. 6 prises de parole d'acteurs majeurs de l'audiovisuel, que sont Media One, Disney, Anime France, France Télévisions, M6 et Canal+. C'est vrai que là, je suis allée un peu trop vite, mais sur la slide que l'on voit ici, qui montre donc tout ce qui va être contenu industriel avec l'Impérial, mais aussi l'ensemble des espaces qui vont concerner le MIFA. Et on peut voir que le campus se trouve légèrement plus loin sur la gauche par rapport à l'Imperial Palace, dont on retrouve la salle de la Volière et l'Imperial Palace pour l'industrie. Les chapiteaux avec les stands et notamment sur le lac, puisqu'on continue à s'étendre sur le lac, pour les espaces exposants et le campus que vous voyez sur ce plan. Quant à l'animation mexicaine, donc pour faire écho au festival, elle sera particulièrement représentée avec un pavillon agrandi, puisque le nombre de sociétés qui vont être présentes à Annecy sera très important. Des événements dédiés tout au long de la semaine, notamment une conférence sur l'écosystème de son industrie et une session de présentation de projets. Jorge Gutiérrez, on l'avait annoncé aussi, est cette année le parrain du MIFA Campus. Ce sera le 6e du nom. Il animera une masterclass à son ouverture le mardi matin à 9h. Et pour rappel, le premier parrain du MIFA Campus était Guillermo del Toro. Et enfin, le MIFA Animation Industry Award est remis cette année à José Iniesta, qui est présent avec nous. On a la chance de l'avoir aussi ce soir avec nous. Donc, directeur de Pixel Atoll, avec qui Madame l'ambassadrice en a parlé tout à l'heure, avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années. Tout comme l'école de Guadalajara a fait naître des artistes, un art, un style propre au Mexique, qui est mis en lumière cette année au festival. Le travail de José Iniesta permet de poursuivre cette formidable aventure en contribuant au développement d'une véritable industrie dans le pays, pour servir les plus grands studios, mais aussi les plus petits, et permettre aux talents mexicains de s'exprimer à travers le cinéma d'animation et à travers le monde. Un aperçu du programme, rapidement. Donc, le MIFA renouvelle une programmation parité, diversité et l'étoffe, toujours aussi en écho au programme Fierté, Diversité côté festival. On retrouvera le Women in Animation World Summit qui abordera cette année plus largement les questions d'inclusion et de diversité. Des associations de femmes dans l'animation à travers le monde viendront présenter
des projets, des présentations de projets. Et une conférence conférence MIFA et un panel au MIFA Campus, donc plus adressé aux étudiants, permettra de poser certaines questions et nous tenterons d'y répondre. Le programme des conférences dans son ensemble marquera plus spécialement la place de la technologie. Ainsi, un low-tech des conférences va s'ajouter aux conférences, aux 3 lots que nous avions jusqu'à maintenant, qui étaient organisation de production, création et business. Et nous y ajouterons également pour la première fois des petits déjeuners tech du mardi au vendredi qui permettront aux professionnels d'échanger librement sur les questions de technologie et de XR en général, avant ensuite de poursuivre dans les conférences de la journée. Donc si le MIFA met plus spécifiquement l'accent sur la technologie cette année, et ses acteurs, il confirme et soutient constamment aussi, et on le rappelle ici, les auteurs, de par un accès privilégié au MIFA que nous maintenons, la tenue d'ateliers tout au long de l'année et des présentations de projets toujours plus nombreux au MIFA. Je rappelle qu'on en aura 16, on aura 16 sessions cette année de présentation de projets du monde entier. Tout comme nous confirmons aussi toujours notre soutien aux programmateurs de festivals, aux exploitants, aux producteurs de courts-métrages, aux distributeurs, aux acheteurs, aux investisseurs. Et nous le ferons aussi particulièrement cette année encore et un peu plus envers les compositeurs, puisque nous mettons en place une journée de la musique le vendredi en partenariat avec la SACEM. Donc je vous invite à découvrir tout ce programme très prochainement sur le site. Il sera en ligne. Et je vous donne rendez-vous le 13 juin à Annecy. Merci. Je repasse la parole à Michael. Merci. Merci Véronique. Donc retour à l'animation et avant donc de passer la parole à Marcel Jean, notre délégué artistique, qui va vous dévoiler l'ensemble, enfin la sélection, pas l'ensemble en tout cas, la sélection et la compétition long métrage, un avant-goût d'Annecy 2023. Alors, bonsoir tout le monde. Très heureux de me retrouver pour la 11e fois, donc, à révéler la programmation du festival devant la presse. Donc, la programmation du pays à l'honneur, le Mexique, a été dévoilée déjà et je voulais
juste vous dire à quel point nous sommes contents qu'Annecy puisse mettre en lumière la richesse de cette cinématographie et faire découvrir un panorama de l'ensemble de la production historique de ce grand pays. Parce que l'animation mexicaine demeure plutôt mal connue dans son histoire. C'est une histoire qui remonte aux années 30, mais qui, je dirais, pour l'essentiel des cinéphiles, on a commencé à prendre conscience de l'animation mexicaine au tournant du 20e et du 21e siècle avec le film de René Castillo qui a été Hasta los Huesos, qui a été primé, notamment à Annecy, et qui, je dirais, à partir de là, a attiré l'attention sur cette école de Guadalajara de stop motion et sur l'animation mexicaine en général. Donc cette année, c'est véritablement un plaisir d'accompagner une cinématographie qui est en plein essor. Et ça, Michael et moi étions à Pixelatel en septembre dernier et nous avons pu constater ce dynamisme absolument remarquable qu'on y retrouvait, ces nombreuses collaborations avec d'autres pays latino-américains, mais aussi avec les États-Unis. On a même en sélection officielle cette année un court-métrage qui est une coproduction mexicano-canadienne. Donc, on voit à quel point l'animation mexicaine est sur une aire d'aller extrêmement importante. Et je pense que cette programmation, ce coup de projecteur à Annecy cette année, va marquer un point tournant dans la réception et dans la perception de l'animation mexicaine. Alors, à cela, j'ajouterai la confirmation de la présence de Guillermo del Toro, qui sera avec nous cette année. Il l'avait déjà annoncé lors de la soirée des Oscars, puisqu'il avait dit, après sa déclaration importante, « J'aurai l'occasion d'en reparler à Annecy ». Alors, il sera avec nous et justement, nous lui proposerons de développer davantage sa pensée autour de l'animation comme étant du cinéma à part entière. Il n'y a pas beaucoup de monde dans notre équipe qui n'est pas d'accord avec une telle déclaration. Alors, donc, autre chose qui a été annoncée, c'est la thématique animation, fierté et diversité. Alors, fierté et diversité seront à l'honneur à Annecy en 2023 avec des programmes qui seront dédiés à cette thématique, programmes qui ont été composés par des gens issus des communautés. Il était très important pour nous dans cette démarche, donc, de faire appel à des sensibilités plus larges, de faire appel justement à la diversité. D'ailleurs, j'en profite pour revenir sur l'animation mexicaine, puisque les programmes d'animation mexicaine, justement, ont été eux aussi composés par un groupe de programmateurs mexicains, donc, qui seront présents à Annecy et qui seront en mesure d'expliquer leur travail et de répondre à la presse à propos de cette merveilleuse histoire. Pour ceux qui souhaiteraient d'ailleurs avoir quelques détails à propos de l'animation mexicaine, nous avons demandé à 2 de ces programmateurs de rédiger des textes qui ont été publiés dans le dernier numéro de la revue Blink Blanc, dont le Annecy Citia est partenaire. Et ce numéro donc, est disponible et je vous invite à préparer votre Annecy en lisant ces textes et en prenant connaissance de quantité d'autres textes aussi qui
annonce le contenu d'Annecy 2023. Alors, je veux saluer et rendre hommage à Benoît Berthe-Siward, cofondateur du groupe LGBTQ+, in Animation et fondateur de The Animation Showcase, qui a coordonné d'abord avec Marco Deblois, puis ensuite avec une équipe plus large, donc cette programmation pour nous offrir cette diversité de regards sur la production récente. Alors, dans la foulée de cette programmation, le cristal d'honneur sera remis cette année à un grand nom de la stop-motion en animation, Barry Purvis, qui sera présent pour nous offrir aussi une masterclass et sera présent pour accompagner un programme de ces grands films. Bon. On connaît Barry Purvis pour ses films consacrés à Tchaïkovski et notamment pour un film qui, personnellement, m'a marqué et je pense constitue une date dans l'histoire du court-métrage en stop-motion et qui est Achilles, ce film donc, qui aborde ces grandes figures de l'Odyssée, grande figure donc de l'histoire mythique de la Grèce antique et qui est aussi, je dirais, un film marquant du développement de la thématique LGBT dans le cinéma d'animation. Alors, la masterclass de Barry Purvis s'intitulera « The Revealing Mask ». Il pourra donc partager ses réflexions et ses expériences sur la façon dont l'animation peut être utilisée pour représenter et célébrer l'identité LGBTQ+. Le Festival d'Annecy accompagne depuis plus de 60 ans les talents de l'animation tout au long de leur carrière. Le festival s'attache à faire connaître leurs œuvres à toutes les étapes de leur création et source d'inspiration. Les Work in Progress ont permis à des milliers de passionnés au fil des ans de découvrir les processus créateurs et les enjeux qui président au développement et à la réalisation d'œuvres en animation unique, guidées par leurs auteurs, réalisateurs, chefs animateurs, producteurs. Donc, chaque année, la sélection des Work in Progress d'Annecy est un moment privilégié. C'est souvent un avant-goût aussi de ce qu'on retrouvera dans les éditions futures du festival, il faut le dire, parce que chaque année, en compétition, on retrouve plusieurs films qui sont passés par la case Work in Progress. Donc, pour les équipes du festival et du marché, c'est à la fois l'occasion de renouer le lien avec des talents que nous suivons, parfois déjà depuis des années, puisque autour des pitchs, du recrutement, il y a des tas de choses qui se passent au marché avant que ces projets basculent du côté du festival. Mais, comme je l'ai dit, proposer du même coup une vision sur le futur de l'animation. En juin prochain, donc, les festivaliers découvriront en avant-première les images de 18 projets en cours de fabrication, 13 longs-métrages, une série, 3 expériences VR et un court-métrage. Aujourd'hui, après avoir déjà évoqué, en fait, je ne l'ai pas fait, je suis sorti de mon texte, mais j'aurais dû tout à l'heure, en parlant de la programmation LGBT, vous parler du Work in Progress consacré à Eugène, donc ce beau projet autour d'un personnage trans et qui se déroule en Australie, donc au début du 20e siècle. Alors, ce projet s'inscrit à la fois dans notre volonté d'aborder les thématiques LGBT et dans la sélection officielle. Cela étant dit, j'en profite pour dire que la sélection officielle d'Annecy, d'année en année,
compte toujours un certain nombre de films abordant ces thématiques. On peut dire même en particulier du côté des films de fin d'études. Et je dirais que c'est beaucoup de la volonté des étudiants qui est ressortie cette nécessité d'aborder ces thèmes à Annecy. Donc, cette année ne fera pas exception puisque quantité d'œuvres se retrouveront dans les différentes sections se rattachant à ces thématiques. Alors, les Work in Progress, on y retrouvera un projet mexicain en stop motion assez fascinant des frères Ambriz, Frankelda y el Principe de los Sustos, Amélie ou la métaphysique des tubes de Lian Cho, Anne et Maëlys Valade, adaptation d'un livre bien connu d'Amélie Nothomb, Dans la forêt sombre et mystérieuse de Vincent Paronneau et Alexis Ducor, adaptation donc d'une bande dessinée de Winchluss, Slocum de Jean-François Laguioni, donc un récipiendaire du Cristal d'honneur, justement, il y a de cela 2 ans. Le dernier projet de cette figure de légende du cinéma d'animation français, Batman Azteca, Choque de Imperios, de Juan José Mezaleón, donc un projet accompagné par la Warner, mais qui est aussi donc, un projet mexicain. Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix de Adi Shankar, une série Ubisoft pour Netflix. Flow de Jins Zilbalodis et Mathis Casa, nouveau long métrage donc du réalisateur Dewey qui avait remporté le premier prix Contre-champ en 2019. Enfin, Spellbound de Vicky Jensen, un projet XR réalisé pour Apple TV. Alors, les séances événements. Alors, nous projetterons, comme à chaque année, de nombreuses séances événements pendant la semaine. Le film d'ouverture, ça a été gardé secret jusqu'ici. Alors, ce sera Sirocco et le Royaume des courants d'air, une réalisation de Benoît Chieux, une coproduction franco-belge, et je salue Benoît Chieux qui est parmi nous ce soir. Sirocco est un film qu'on a à l'œil depuis très longtemps et je dirais que dès la production de la première, du premier petit démo, là, de la première petite bande-annonce, il y a de cela quelques années, j'avais pris le temps d'écrire à Ron Diens, le producteur, et à Benoît pour dire à quel point ce projet-là était appétissant pour un délégué artistique gourmand comme moi. Alors, donc, depuis, on a constamment surveillé sa production, sa progression, et c'est avec un immense plaisir donc, que ce film sera présenté en ouverture et en compétition officielle à Annecy 2023. Alors, les séances événements, les autres séances événements, donc maintenant, de la Walt Disney Company qui célèbre cette année son centenaire. Donc, nous aurons un nouveau court-métrage qui sera projeté avec Sirocco lors de la cérémonie d'ouverture. Ce court-métrage, dont le titre est encore une fois gardé secret, donc vous promet un moment absolument remarquable. Et le travail d'un des animateurs de légende de Disney dans ce court-métrage, pour ce court-métrage, le travail d'Éric Goldberg, donc, y est absolument somptueux. Éric Goldberg sera l'un des invités d'honneur d'Annecy 2023. À cette occasion, donc, il pourra laisser son empreinte au festival puisqu'il sera l'une des personnalités choisies de la 2e cohorte pour le Wall of Fame
d'Annecy. Là, on avait eu une première cohorte déjà l'an dernier. Alors, Éric Goldberg sera là cette année aussi pour offrir une masterclass qui sera sans doute l'un des moments qui devrait beaucoup susciter l'excitation chez les jeunes cinéphiles. Nous pourrons compter aussi sur les premières images de Wish de Chris Buck et de Fawn Veerasuntorn, production Jennifer Lee. Et Jennifer Lee sera présente pour la 2e année consécutive. Pendant plusieurs années, nous avons voulu attirer Jennifer Lee à Annecy. On n'y arrivait pas. Elle est venue l'an dernier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle revient. C'est un peu la même chose avec Guillermo del Toro. Ça a été un peu long la première fois, mais depuis, il est devenu un habitué. Alors ça, c'est un peu la marque de commerce d'Annecy. C'est addictif. Alors, pour célébrer ce 100e anniversaire de Disney Animation Studio, Fantasia 2000 sera projeté sur le paquet le vendredi soir. Donc, on se souviendra qu'Éric Goldberg a réalisé donc, 2 magnifiques segments, dont celui de Rhapsody in Blue dans Fantasia 2000. Nous aurons aussi une séance événement consacrée donc, à la série Vision. Star Wars, oui, Vision, qui aura lieu dans la petite salle de Bonlieu en semaine. Alors, du côté de Disney, Pixar et Lucasfilm, nous aurons Élémentaire de Peterson, le prochain long-métrage de Pixar Animation Studio, long-métrage qui sera aussi, on le sait, on l'a appris cette semaine en clôture du Festival de Cannes. Donc, je disais Star Wars Vision, Behind the Scene de Screecher's Reach et de In the Stars. Donc, des épisodes réalisés au studio La Cachette et à Cartoon Saloon. Nous aurons aussi la série Kisazimoto, Generation Fire de Peter Ramsey, donc production de Triggerfish, donc, qui est réalisée pour Disney+. Donc, une anthologie ambitieuse de 10 courts-métrages d'animation, des films conçus par des artistes africains et qui mettent en avant les histoires et les cultures africaines racontées du point de vue de leurs auteurs. Mais encore une fois, on enchaîne avec le travail qu'on avait fait autour de l'animation africaine en 2021. Le Disney Art Challenge aura aussi lieu cette année. Du côté de DreamWorks Animation et de Universal Pictures, on aura la présentation de Ruby l'Ado-Kraken de Farron Pearl et Kirk DeMicco, le plus récent long-métrage, ainsi que les premières images de Trolls 3 qui promettent d'être assez spectaculaires. Du côté de Illumination Universal Pictures, les premières images très attendues, ici en France tout particulièrement, de Migration, la réalisation de Benjamin Renner, donc une production Illumination Universal. Alors, ce sera sans doute, encore une fois, l'un des moments forts du festival. Une séance spéciale consacrée à Netflix, donc intitulée From Chicken Run, Dawn of the Nugget to Blue Eye Samurai, See What's Next at Netflix. Donc, nous présenterons les premières images de la plus récente production de nos amis anglais, donc Chicken Run, Dawn of the Nugget, ainsi que de Blue Eye Samurai. Nous aurons aussi
une projection spéciale du film d'animation très attendu, Nimona, adapté du roman graphique à succès du New York Times, ainsi qu'un making-of en présence de l'équipe du film. Du côté de Sony Pictures Animation, on aura les premières images de Fixed dans une séance intitulée Fixed, A First Look. Et là, je vous préviens, c'est Genndy Tartakovsky, mais vous devez envoyer les enfants au dodo avant, puisque c'est à peu près la chose la plus adulte et que nous avons vue cette année, peut-être la plus WTF, pour reprendre l'expression popularisée par un certain programme de la sélection d'Annecy. Alors, de Sony Pictures Animation, nous aurons aussi de Spider-Within, A Spider-Verse Story, un court-métrage donc qui suit les longs-métrages réalisés dans le cadre de la célèbre franchise. Donc, présentation de ce film inédit réalisé dans le cadre du programme Lens sur l'univers de Spider-Man. Un grand cadeau d'un joueur qui est de plus en plus présent ici, donc Paramount Pictures et Nickelodeon Animation Studio, viendra nous présenter une version en cours de travail du prochain film consacré à la licence des Ninja Turtles, donc à la franchise des Ninja Turtles. Ninja Turtles Teenage Years, donc les producteurs Seth Rogen, Evan Goldberg et James Weaver de Point Grey Pictures supervisent le film avec le réalisateur Jeff Rowe. Jeff Rowe, qu'on a connu parce qu'il était l'un des deux réalisateurs de Mitchells vs. The Machines, et aux commandes de ce film, il sera présent cette année. Ça a été, je dirais, lors de ma visite à Los Angeles en octobre dernier, l'une des plus belles surprises que j'ai eues, c'est-à-dire l'énergie, l'esthétique de ce film sont tout à fait novatrices et se situent, je dirais, dans la foulée d'une sorte de grand renouvellement qu'on retrouve dans la production des studios. Et vous remarquerez aussi, d'ailleurs, quand vous verrez Nimona, qu'il y a là une audace dans la facture que jusqu'ici, on a très rarement vu, donc en animation 3D produite par certains des plus gros joueurs de cette industrie. Alors, de Polygon Pictures, nous aurons l'occasion de présenter Kaina of the Great Snow Sea, Star Sage, donc un long-métrage réalisé à partir, là encore, d'une franchise de Polygon Pictures qui sera présenté à ce moment-là en première mondiale. Polygon célèbre un anniversaire important cette année et ce sera avec grand plaisir que nous leur ouvrirons les portes de Bonlieu. De Warner Brothers, les premières images de The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, de Kenji Kamiyama. Mes excuses pour l'accent avec Rohirrim, là, mon dialecte elfique est un peu rouillé. Alors, une production de New Line Cinema et Warner Brothers Pictures. L'action se déroule 250 ans, c'est-à-dire des poussières avant les événements de la grande trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est un film très attendu. Nous aurons droit aussi à Rick and Morty, 10 Years of Intergalactic Adventures, les premières images donc de la nouvelle saison de cette série menée par Justin Roiland et Dan Harmon. Maintenant, Nina et le secret du hérisson d'Alain Gagnol et Jean-Loup Feliccioli, production parmi les Lucioles et Doghouse Film, un film très attendu donc, que nous aurons l'occasion de présenter en séance événement cette année. Gagnol et Feliccioli sont des amis de longue date du festival. Phantom Boy avait été projeté en compétition officielle déjà.
Une vie de chat avait été présentée à Annecy avant. Ils ont eu à plusieurs reprises des courts-métrages à Annecy. Donc, c'est avec grand plaisir que nous les accueillons encore cette année. Maintenant, de Canterville Ghost, réalisé par Kim Burden, production Space Age Films. Donc, un beau film familial qui nous vient en gros de l'équipe qui nous avait proposé Ainbo il y a de cela quelques années, en 2019. Donc, dans cette foulée, ils sont de retour cette année avec The Canterville Ghost. Un film à contenu écologique très, très fort, destiné à toute la famille, Ozzy, Voice of the Forest, réalisé par Tim Harper, et qui compte donc parmi ses producteurs nul autre que Leonardo DiCaprio, qui sera donc présenté aussi cette année. Enfin, un programme composé d'un moyen-métrage et d'un long-métrage, donc La forêt de Mademoiselle Tang, une réalisation de Denise Do, qui avait remporté le Cristal d'Annecy pour Funan il y a quelques années, et Garden of Remembrance, réalisé par Yaoko Yamada, qui avait réalisé notamment déjà un film présenté en compétition officielle à Annecy, Silent Voice, qui a remporté un grand succès. Donc, ces deux films composeront l'un des programmes des séances événements cette année. Arrivons maintenant à la compétition officielle. J'en profite pour prendre non pas une petite pause, mais ouvrir une parenthèse pour signaler que toutes ces sections compétitives, là, ce sont les longs métrages que nous allons annoncer ce soir. Les autres sections ont déjà été annoncées. Eh bien, elles sont rendues possibles par le travail d'équipes de sélection importantes. Je ne vais pas nommer tout le monde, vous retrouverez leur nom, mais on a le plaisir, le bonheur ce soir d'avoir 3 sélectionneuses qui sont parmi nous. Alors, je tiens absolument à les saluer. Donc, je vois la Marie-Pauline Mollaret qui est sélectionneuse pour la section des films de fin d'études. Clémence Bragard, qui est sélectionneuse pour les films de commande et les films de télévision. Et Isabelle Vanini, sélectionneuse pour les 2 compétitions de long métrage. Alors, ça a été un choix difficile cette année. Difficile tant la qualité était au rendez-vous. Sur une centaine de films soumis, il a fallu faire un choix. Je vais maintenant vous dévoiler les 11 longs métrages en compétition. 11 longs métrages en compétition, c'est un sommet historique. Alors, le premier, Art College 1994 de Liu Jian. Liu Jian, qui est un habitué d'Annecy. Il a été en 3 longs métrages au programme 4 fois, puisque son premier long métrage avait été projeté à Annecy. Son deuxième, Have a Nice Day, a été projeté, mais à la suite de certaines péripéties, puisqu'il nous a fallu 2 ans pour arriver à le présenter. Et voici qu'après avoir été en compétition au Festival de Berlin, Art College 94 se retrouve en compétition à Annecy. De Hongrie nous vient Four Souls of Coyote de Aaron Godder, donc une des très belles surprises, je dirais, de la sélection de cette année. Donc, un film qui aborde le thème des Premières Nations avec énormément de doigté et de finesse. Alors, je vous incite à le voir. Coproduction européenne, Kensuke's Kingdom de Neil Boyle et Kirk Hendry. Un beau film familial, donc coproduction du Royaume-Uni, Luxembourg et de la France. Un autre film maintenant qui est passé par Berlin, qui est très attendu, La Sirène de Sépidé Farsi, coproduction entre l'Allemagne, la Belgique, la France et le Luxembourg. Enfin, un autre film, lui aussi très attendu, Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, coproduction France-Italie, qui
qu'on est très fiers d'accueillir cette année. On se souviendra qu'il y avait eu un Work in Progress l'an dernier et qu'à la cérémonie de clôture, nous avions eu droit donc à une chanson et à un extrait du film. Alors, voici cette année le film en entier. Le premier des films japonais en compétition est réalisé par Keiichi Hara, qui est un habitué, déjà quelquefois primé à Annecy. Lonely Castle in the Mirror, un film qui, je dirais, est à la hauteur des attentes, puisque de Keiichi Hara, nous n'attendions rien de moins qu'un film remarquable. Je me répète beaucoup, mais un autre film attendu, Mars Express, de Jérémy Perrin. Donc, ce belle œuvre de science-fiction produit par Everybody on Deck et Je suis bien content, production française. Nous avons été séduits par ce film-là, comme par l'ensemble des œuvres de la compétition. Et je dirais, il y a toujours un danger quand un film est aussi attendu que Mars Express, c'est qu'il ne soit pas à la hauteur des attentes. Eh bien non, il l'a été. Et c'est avec le sourire et l'enthousiasme que nous avons pu confirmer la sélection de cette œuvre. Donc, Sirocco et le Royaume des courants d'air, j'en ai parlé un peu tout à l'heure et je pourrais dire la même chose que ce que je viens de dire à propos de Mars Express. Film très attendu, à la hauteur de ce qu'on attendait. Et je dirais, plusieurs journalistes m'ont posé des questions à propos des tendances qu'on avait pu observer cette année. Ce qu'on remarque, c'est comment nous arrivons dans l'histoire de l'animation à un moment où les créateurs occidentaux ont intégrer, je dirais, certains des meilleurs éléments de l'animé japonais. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Isao Takahata pour la première fois, il m'avait dit à quel point, il avait déjà dit à plusieurs autres personnes avant, mais à quel point Paul Grimaud avait compté pour lui à l'époque de La Bergère et le Ramoneur. On sait à quel point la culture occidentale a pu nourrir l'animé japonais et la culture asiatique. Eh bien là, c'est cette espèce de juste retour des choses, puisque ce qu'on remarque dans ces films qui sont de véritables films d'auteur et qui sont de véritables films dont les voix viennent d'ici, dont les voix viennent de France, eh bien, on remarque à quel point ont été finement, délicatement intégrés donc, des éléments provenant de l'animation japonaise. Je poursuis sur le même ton avec The Inventor de Jim Capobianco et Pierre-Luc Grangeon. Donc, un autre film très attendu, coproduction entre les États-Unis, la France et l'Irlande. Le film suivant, donc, est Les Inséparables de Jérémy Degruzon, coproduction entre la Belgique, l'Espagne et la France. Une autre, je dirais, des belles surprises de la programmation. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure sur The Inventor, c'est que c'était comme Mars Express, comme Sirocco, comme Linda veut-tu poulet, comme La Sirène. Ça faisait partie de ces films qu'on attendait déjà depuis plusieurs années. Je dirais, on avait un peu moins Les Inséparables en vue sur notre radar, et ça a été l'une des très belles surprises de la programmation cette année. Pour terminer, le deuxième long-métrage japonais de la compétition officielle, The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, de Tomohisa Tagashi. Donc, un film tout à fait étonnant, touchant, délicat, qui nous parle donc de l'adolescence. On sait à quel point les Japonais abordent fréquemment ces thèmes donc liés à l'adolescence,
au passage à la vie adulte. Alors, ce sera, je dirais, le plus beau représentant de ce courant dans la sélection cette année. Passons maintenant à la section contre-champ, qui est, je dirais, qui s'impose depuis 2019, qui s'impose de plus en plus chaque année. Et cette année, on arrive avec un programme avec du lourd, là. 12 longs métrages. Je dirais, l'an dernier, on était sur une programmation qui se démarquait parce qu'il y avait plusieurs films qui étaient à la frange du cinéma expérimental. Cette année, c'est moins vrai. On est plutôt sur l'animation indépendante et sur des expériences narratives ou documentaires. Et ça commence avec Adam change lentement de Joël Vaudreuil. Joël Vaudreuil a déjà figuré en compétition à Annecy avec un court-métrage il y a de cela 11 ans, en 2013. Il est de retour donc avec ce premier long-métrage réalisé dans un style, dans un rythme qui pourra faire penser au travail d'un Mike Judge, par exemple. Donc, un pur produit contre-champ. Ensuite, Evie Tender de Carlos Pérez Reche et Thomas Johan, production espagnole. Encore une fois, là, on est dans ce qui peut être considéré comme très représentatif de la production indépendante. Le troisième long métrage en compétition dans Contre-champ cette année, c'est Johnny and Me de Catherine Roth. Il s'agit d'une coproduction Autriche-Suisse-Allemagne. Catherine Roth avait déjà eu un film sur la Révolution russe, un long métrage sur la Révolution russe en sélection officielle à Annecy il y a quelques années. C'est une réalisatrice qui fait du documentaire animé et elle est de retour avec ce film tout à fait étonnant. Mais parlant d'étonnement, le long-métrage japonais de la section contre-champ cette année s'intitule Komada, A Whiskey Family. Et il s'agit donc d'un long-métrage d'une fiction, mais qui par moment pourrait être considéré comme assez proche du documentaire dans sa description des lieux, des espaces, et autour d'une famille qui possède une distillerie donc, de whisky. Du Cameroun nous provient La Grotte Sacrée de Daniel Minlo et Cyril Massot. Donc, long métrage africain cette année. C'est une excellente nouvelle et qui dit encore une fois que ce que nous pressentions en 2021, lorsque nous avons fait ce focus sur l'animation africaine, eh bien, se concrétise. Le film suivant, Robot Dreams de Pablo Berger, est une coproduction entre la France et l'Espagne. Certains d'entre vous reconnaîtront ce nom, Pablo Berger, puisqu'il s'agit du réalisateur de Bianca Nueves, ce long métrage somptueux de fiction en noir et blanc. Donc là, on a une histoire de robot sans dialogue, un film pour toute la famille, absolument original, l'une des découvertes vraiment de la sélection cette année. Je dirais pratiquement à chaque année, on a au moins un long métrage qui nous vient de Scandinavie et qui s'adresse à un public plus jeune. Cette année, eh bien, il s'agit de Rosa and the Stone Troll de Carla Nord-Holmbach, donc une production danoise, tout à fait donc, dans l'esprit de la cinématographie danoise et de ce qu'on a pu voir au cours des dernières décennies. Une autre surprise, Salim de Cynthia Madanat Charaya, donc long métrage réalisé par une femme en Jordanie. Ce film, donc, nous ne l'attendions pas. Il nous a séduit par sa sensibilité, par sa délicatesse. Et c'est vraiment une œuvre que je vous invite très fortement à découvrir cette année.
Maintenant, un habitué du festival, Bill Plimpton, qui nous revient avec son plus récent long métrage, Slide. Alors, je vous disais, cette année, la sélection contre-champ, c'est un peu le parangon de l'animation indépendante. Eh bien, qui représente mieux l'animation indépendante de long métrage que Bill Plimpton? Alors, il est là cette année en sélection contre-champ. Nous retrouverons aussi un moment assez émouvant puisqu'il s'agit du film posthume de Marcel Jankovic. On se souviendra que ce grand cinéaste hongrois est disparu il y a autour d'1 an. Donc, il travaillait à ce film déjà depuis un petit moment. Le film a été terminé par Ksakovic Lajos, qui collaborait déjà avec lui. Alors, Toldi sera au programme cette année. De République tchèque et de Slovaquie, un beau représentant du savoir-faire de ces contrées. On sait, c'est une grande tradition de la stop motion. Eh bien, Tonda Slavka Genius, donc, qui est le 11e film de la sélection cette année. Et enfin, une autre production hongroise, en fait, coproduction entre la Hongrie, la Slovaquie et la Hongrie et la Slovaquie, White Plastic Sky de Tibor Banoshki et Sarolta Szabo. Tibor Banoshki et Sarolta Szabo sont bien connus. Ils ont été primés à Annecy avec leur film de fin d'études. Ils ont travaillé en France, notamment réalisé un film au sein de la résidence de Folimage il y a quelques années. Alors, ils sont de retour là avec leur premier long métrage qui avait été d'abord présenté à Rotterdam. Alors, voilà qui fait le tour de cette vaste programmation cette année. Merci Marcel. Alors on n'a pas tout dit encore, donc d'autres annonces, je l'espère, viendront compléter cette sélection et ce programme dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc restez connectés. Je voudrais rappeler, avant de passer aux questions-réponses, rappeler qu'on sera, avant Annecy, il y aura Cannes, donc on sera présent comme chaque année pas toute la durée du Festival de Cannes, mais quelques jours, notamment le dimanche 21 mai, pour une journée dédiée à l'animation avec le marché du film de Cannes. Donc vous aurez le programme qui, je crois, va vous être distribué à la sortie, avec là aussi un beau programme de films en cours de production, une conférence et puis un moment de convivialité en fin de journée avec Unifrance. Avant de passer au moment de convivialité, ici, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y en a un il est là où le micro. Ouais. Bonsoir. Je voulais savoir, il me semble que l'année dernière, il n'y avait plus de prix du public. Et voilà, est-ce qu'il y a eu une réflexion dessus ? C'est une bonne question. Il devrait, je dis bien toujours il devrait, parce que les lois de l'informatique sont des fois impénétrables. Il devrait y avoir un prix du public cette année à Annecy, bien évidemment. Ouais. Bonsoir. En sachant que les étudiants de Gobelin préparent déjà les cours avec la thématique mexicaine, est-ce que les cours seront dévoilés comme toujours en surprise au Festival d'Annecy ou un peu avant ? Oui, j'ai une réponse toute simple à faire, c'est oui, au moment du festival. Oui.
Bonsoir, Emmanuel Miquet pour cet Edifax. Est-ce que vous pouvez nous préciser le budget de cette édition, sachant donc qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui ont été annoncées, notamment du côté du marché. Voilà, est-ce que c'est un budget en hausse et si c'est le cas, dans quelle proportion? Merci. Alors, alors pour donner et voir l'évolution, et qui est assez notable cette année, on était sur un budget 2022 de 6,1 millions pour la structure, avec un peu moins de 6 millions pour l'événement, puisque même si nous avons des activités à l'année en éducation à l'image, en formation, en médiation, c'est bien évidemment le mois de juin qui nous occupe, qui occupe la plupart de notre temps et qui prend une bonne part du budget. Et cette année, on est sur un budget de 7,4 millions, avec à peu près 7 millions pour la manifestation, qui tient compte à la fois effectivement des évolutions qu'on a apportées cette année, notamment côté marché du film. On n'échappe pas malheureusement à l'inflation. Voilà, mais c'est surtout un budget, je l'ai dit, qui est le reflet de l'évolution d'Annecy, dans le sens où on accompagne l'évolution du secteur. Dominique l'a dit, Dominique Puteaux, notre Dominique à nous, l'a dit tout à l'heure, on a accueilli 106 pays à Annecy en 2022. Là, on ne sait pas encore, mais au regard de la sélection, du marché du film, on va être à peu près dans les mêmes proportions. Jamais on n'aurait imaginé ça il y a quelques années. On était à peu près à 92 pays en 2019. Et donc, ça montre effectivement le dynamisme et ce qu'est le cinéma d'animation aujourd'hui à travers le monde. Et on en voit la concrétisation chaque année à Annecy. Et donc, on se doit de faire évoluer nos offres et nos infrastructures. Voilà. Marognan, le Parisien. En parlant d'infrastructure, vous nous avez annoncé des nouveaux espaces pour le marché. Est-ce qu'il y a une réflexion sur parce qu'il y a chaque année plus de monde, pour les nouveaux espaces pour le festival lui-même? Qu'est-ce qui se passe au Hara, par exemple? Voilà, tout ça. Merci. C'est une bonne question, Renaud. Alors oui, nous travaillons depuis plusieurs années à l'émergence d'un nouveau lieu, alors qui réglera. Je préfère être transparent tout de suite. Malheureusement, on n'aura pas demain un auditorium de 500-600 places, mais il fera plutôt 330 places, un peu plus de 330 places. Mais effectivement, on travaille activement et on accélère sur l'émergence d'une cité du cinéma d'animation qui prendra place dans un ancien haras, dans un superbe site qui est juste derrière Bonlieu, pour ceux qui connaissent bien Annecy, dans un parc de 2 hectares. Et donc, à horizon 2025-2026, ça va devenir un autre lieu, puisque bien évidemment, on utilisera chaque siège, chaque mètre carré, centimètre carré, mais ça va devenir un lieu où effectivement on pourra projeter des films, un lieu qui accueillera notre résidence d'artistes, puisque on a actuellement, et nos résidents sont à Annecy actuellement, ils sont là pour 3 mois, mais on va pouvoir développer les résidences, et donc il y aura un lieu pour les résidences, un espace d'éducation à l'image, puisque ça se voit moins, ça se sait moins, mais Annecy depuis une vingtaine d'années, et on est très actif sur la question d'éducation à l'image au travers de l'animation, avec des dispositifs pour les primaires, les collèges et les lycéens, un espace permanent du musée Château qui sera agrandi et donc transféré à la Cité du cinéma. Qu'est-ce que j'oublie? Une grande expo temporaire. Donc on a cette ambition de proposer chaque année une grande exposition temporaire sur plusieurs mois, donc dédiée au cinéma d'animation, à travers bien sûr les artistes, les studios ou on va dire des disciplines connexes. Et puis d'animer, on aura la chance d'être nous physiquement à l'année sur le lieu et de pouvoir l'animer. Et donc ça veut dire qu'on aura l'occasion de non pas vous accueillir seulement au mois de juin ou depuis quelques années aussi à l'Hivernal Festival qu'on a créé et qui a lieu début décembre, mais 365 jours par an, donc c'est la bonne nouvelle. Je voudrais ajouter à cela le fait que pour cette année, le fait qu'on ait constaté qu'il y avait de plus en plus de monde, on sait
que la situation avait été assez tendue en 2019, justement. Et qu'ensuite est arrivée la pandémie. L'édition de 2021 ne pouvait pas être considérée comme représentative de ce qui allait suivre. Donc, 2022 est devenu l'édition baromètre, quoi. Et ce qu'on a constaté, c'est que 2022 s'inscrivait dans la courbe qu'on avait remarquée depuis 2015 jusqu'à 2019. C'est comme si les 2 années 2021, tu les enlèves et tu retrouves une courbe de croissance qui est régulière, finalement, là. Donc, entre 19 et 22. On n'a pas un objectif de croissance démesurée, là. Il n'y a pas l'intention un jour d'avoir 25 000 festivaliers à Annecy. Il n'y a personne qui a ce genre d'aspiration ou de délire, ouais. Mais par contre, on veut bien et toujours mieux accueillir les festivaliers qui se déplacent. L'ouverture le dimanche s'inscrit dans cette dynamique-là. C'est-à-dire, d'une part, il s'agissait de dégager un peu d'espace dans la grande salle de Bonlieu et d'amorcer le festival. Le dimanche ne sera pas une journée pleine comme l'était le lundi auparavant, mais dès le début de l'après-midi, il y aura déjà quelques séances qui permettront aux festivaliers qui seront sur place dès le dimanche de commencer leur festival, de prendre un peu d'avance, de se dégager, je dirais, des options pour la semaine qui va suivre. Et il y a une chose sur laquelle je tiens à vous prévenir aujourd'hui, c'est que le samedi, le dernier jour du festival, sera davantage chargé que ce qu'on a vu par le passé. C'est-à-dire que par le passé, il n'y avait pas de contenu exclusif le samedi. Il s'agissait essentiellement de reprises de ce qu'on avait vu la semaine. Et cette année, je vous l'ai dit, il y aura du contenu exclusif et du contenu exclusif de très grande qualité lors du dernier jour du festival. Donc, on est obligé de rester avec nous à la fête du soir et de repartir dimanche. Alors, prévenez vos familles. J'en profite aussi pour dire que nous rajoutons des salles périphériques. Ça aussi, c'est important. Et ça, peut-être, Michael, tu peux être plus précis là-dessus. C'est d'autres salles, donc je vais donner des noms, ça ne parlera pas peut-être forcément, mais je vous invite bien sûr à vous y rendre. Donc les Nemours, qui est une salle à Aressay, qui est en centre-ville, avec laquelle nous allons travailler, l'Auditorium de Sénaux, qui est une très très belle salle, donc c'est à quelques encablures du centre-ville, avec un accès très rapide, avec des transports en commun qui fonctionnent très bien, ou le vélo si vous en avez loué un, pré-réservez votre vélo pour Annecy. Mais en tout cas, voilà, on essaye bien évidemment d'inclure l'ensemble des salles, de rajouter des créneaux horaires et puis surtout effectivement de densifier sur des journées qui étaient plus faibles. Et on a dit, non, maintenant, le samedi, le lundi, qui était effectivement avant avec une ouverture qui se faisait lundi soir, lundi matin, bon, pour certains, c'était ouvert, pas ouvert, mais en tout cas, bon, pour nous, c'était ouvert, bien évidemment, depuis 9h du matin. Mais voilà, ça permet aussi de renforcer le lundi en commençant le dimanche. Oui, chaque année, je fais mon petit effet et j'ai déjà la réponse, mais vous n'avez pas dit un mot de la compétition du court. J'espère qu'il y a aussi un cristal du court-métrage. Les séances sont souvent bondées. Non, pas du tout. C'est fini le court-métrage. J'ai pas... Non, mais c'est vrai que... Bernard... Je dis ça pour les gens qui ne sont peut-être pas au courant, qu'il y a aussi le cristal du court qui souvent est extraordinaire. Le cristal du court est souvent extraordinaire, effectivement, mais la sélection de court-métrage, elle a été annoncée il y a 3 mois. Je pense que j'ai été... Pas 3 mois, 2 mois. Excusez-moi. Je pense que j'ai été assez long ce soir que de rajouter le discours sur le court-métrage à l'ensemble, ça aurait été un peu exagéré. Mais elle a été annoncée, largement communiquée, et on est très fiers d'ailleurs de constater que
3 des films que nous avons annoncés comme étant en compétition de court-métrage à Annecy seront aussi en compétition à Cannes cette année. Donc, Et que les petits déjeuners du cours sont des grands moments du festival aussi, où on peut rencontrer les auteurs des cours chaque matin à 9h. Je dis ça pour ceux qui viendraient pour la première fois. merci pour ce moment de promotion. Et alors, justement, je vais en profiter pour... je vais juste rajouter quelque chose sur le court-métrage, c'est que, y compris au sein du marché du film, nous tenons, et notamment sous l'impulsion de Véronique, à créer des espaces, un espace pour le court-métrage. Ça, on n'a pas lâché. Donc, s'il sera agrandi cette année, on essaie de trouver la bonne formule, d'être aussi de faire une place pour le court-métrage. Et je le dis, y compris même des fois au démarrage, au détriment des gens du cours qui comprenaient pas trop pourquoi ils allaient être présents, en tout cas sur le marché du film. Nous, on croit que le court-métrage, il doit être visible dans la diversité et dans l'ensemble des espaces du festival d'Annecy, et de la proposition d'Annecy, marché y compris. Donc, je tiens à te rassurer, on est toujours autant attaché au court-métrage. Et il y a quelques jours, quelques semaines, on a fait une projection pour l'équipe du festival, et on projette toujours que des courts-métrages, jamais de longs-métrages. On peut rappeler qu'il y a des whips de court-métrage, qu'il y a des pitchs de court-métrage, donc ils sont à tous les stades aussi présentés. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans les work in progress, le work in progress de court-métrage, c'est La jeune fille qui pleurait des perles de Chris Levis et Maciek Zerbowski. Et ceux qui ont déjà assisté à une masterclass de ces deux cinéastes savent que c'est toujours un moment à ne pas manquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez soif? Nous aussi. Alors, avant de passer au moment de convivialité, je voudrais bien évidemment une nouvelle fois remercier le CNC pour son soutien et son accueil, remercier l'équipe de Laurence Citier, l'équipe de Citia présente dans la salle, on est quelques-uns et quelques-unes ce soir, remercier aussi l'équipe de Citia qui est restée au bureau pour pouvoir alimenter le site internet, donc je les salue à distance. Je vous donne rendez-vous donc tout de suite pour le moment de convivialité, et je remercie le festival Que Gusto qui va nous permettre d'avoir aussi un moment mexicain pendant ce moment de partage. Et ben, j'ai plus qu'à dire rendez-vous au 11 juin. On a hâte. Merci.